Bonjour et bienvenue sur Matisse. Aujourd'hui, on va aborder un cours de terminale intitulé les nombres complexes. Un nombre complexe est un nombre qui s'écrit sous la forme a plus ib avec a et b des réels. Il est un imaginaire tel que le carré donne -1. A plus ib est la forme algébrique du nombre complexe z. Donc, si on vous demande de créer un nombre complexe de forme algébrique, il suffit de l'écrire sous la forme a plus ib avec a et b des réels. Par définition, A est la partie réelle du nombre complexe z et b sa partie imaginaire. Nous sommes d'accord que si b est égal à 0, alors z est égal à a, qui lui est un réel. Vous comprenez donc pourquoi on dit que R n'est qu'une partie de C, puisque ce n'est que le cas exceptionnel où b est égal à 0 que le complexe z se ramène à un réel. Par contre, si A est égal à 0, alors z est égal à ib, qui est un imaginaire pur. En outre, IR étoile l'ensemble des nombres imaginaires purs. On va prendre un petit exemple pour mettre en application cette présentation des nombres complexes. Il est question ici de déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de trois nombres complexes Z1, Z2 et Z3. Nous allons réécrire Z1 pour que vous puissiez identifier plus facilement sa partie réelle et sa partie imaginaire. La partie réelle de Z1 c'est 0 et sa partie imaginaire c'est -1. La partie réelle de Z2 c'est moins racine de 2 et sa partie imaginaire c'est 0. La partie réelle de Z3 c'est moins racine de 2 et sa partie imaginaire c'est -1. On va continuer avec quelques opérations sur les nombres complexes. L'ensemble des nombres complexés n'a rien d'extraordinaire. Toutes les opérations dans C se font exactement comme dans R. Il faut juste prendre en compte le fait que I carré donne -1. On va prendre Z et Z', deux nombres complexes, d'écriture algébrique respective A plus IB et A' plus IB', bien sûr avec A', B et B' des réels. Les complexes Z et Z' sont égaux si et seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Pour sommer les complexes Z et Z', il suffit juste de remplacer Z et Z' par leur écriture algébrique respective, A plus IB et A' plus IB'. Sachant que les opérations dans C se font exactement comme dans R, on somme A et A', puis on somme IB et IB'. En complexe, on cherchera toujours à mettre en évidence la partie réelle et la partie imaginaire de chaque nombre. On a donc en mettant I en facteur Z plus Z' qui est égal à A plus A' plus I, B plus B'. On peut ainsi clairement identifier la partie réelle de Z plus Z' et sa partie imaginaire. Le produit des deux complexes Z et Z' sonne comme une évidence. Il s'agit d'un développement banal, il faut juste prendre en compte le fait que I carré donne -1. Pour avoir une écriture algébrique de l'inverse du complexe Z, bien sûr avec Z un nombre complexe non nul,
il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, qui est dans ce cas a moins ib. Pour le moment, il faut juste comprendre que vous chassez le i au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par a moins ib. Nous verrons plus tard à quoi renvoie le conjugué d'un nombre complexe. On va continuer avec un autre exemple. Il est question ici de déterminer la forme algébrique de Z1 et de Z2. À titre de rappel, pour écrire un nombre complexe sous forme algébrique, il suffit de l'écrire sous la forme a plus ib avec a et b des réels. Pour éliminer le i au dénominateur de Z1, on multiplie le dénominateur et le numérateur de Z1 par 6 moins i. Après développement et en tenant compte du fait que i carré égale à moins 1, on obtient ceci. Z2, quant à lui, est un développement banal. Ici, on donne deux nombres complexes z et z' et il faut calculer z plus z', z fois z' et z au carré. C'est relativement facile. Z plus z' est égal à moins 2 plus 3i plus 2 plus i. Moins 2 plus 2 est égal à 0. Z plus z' est égal à 4i. De la même façon, on évalue z fois z', qui est un banal produit, et z au carré moyennant utilisation de l'identité remarquable a plus b de tout au carré. Les puissances de i. Nous allons proposer un algorithme permettant d'évaluer n'importe quelle puissance de i. I à la puissance 0 donne 1. En effet, tout nombre à la puissance 0 est égal à 1. I à la puissance 1 c'est i. I au carré c'est moins 1. I au cube c'est i carré fois i qui donne moins i. I à la puissance 4 c'est i au carré fois i au carré. Sachant que i au carré c'est moins 1, on a donc i à la puissance 4 qui est égal à 1. Et là on se rend compte qu'il s'agit d'un cycle puisque i à la puissance 4 donne i à la puissance 0. Si tu veux continuer, tu vas te rendre compte que i à la puissance 5 c'est i qui est i à la puissance 1. On généralise donc en disant que quel que soit n entier naturel, i à la puissance 4z est égal à 1, i à la puissance 4z plus 1 est égal à i à la puissance 4z plus 2 est égal à moins 1, i à la puissance 4z plus 3 est égal à moins i. Pour mettre en application ceci, on se propose de déterminer i à la puissance 2026. On va pour ça chercher s'il existe un entier naturel n tel que 2026 soit égal à 4n. Une résolution simple de l'équation 4n égale à 2026 conduit à un n qui n'est pas un entier naturel. Donc 2026 ne peut pas s'écrire sous la forme 4n avec n un entier naturel. De la même manière, on se rend compte qu'il n'existe pas d'entier naturel n tel que 2026 soit égal à 4n plus 1. Par contre, 2026 est égal à 4 fois 506 plus 2. Donc 2026 s'écrit sous la forme 4n plus 2 avec n égale à 506. On conclut donc en disant que i à la puissance 2026 est égal à moins 1. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent toujours décomposer i à la puissance 2026 comme suit. Sachant que 1 à la puissance 506 est égal à 1,
On a donc I à la puissance demi 26 qui est égal à I carré qui est égal à moins 1. Le nombre complexe Z d'écriture algébrique A plus IB peut être représenté dans un plan par le point MZ de coordonnées AB. Z est appelé la fixe du point M, tandis que MZ est appelé point image du nombre complexe Z. UV est la base canonique de C. L'axe OU est l'axe des réels, tandis que l'axe OV est l'axe de l'imaginaire. On va continuer avec quelques exemples pour mettre en application ce qu'on vient de voir. À l'exemple 1, il faut déterminer la fixe des points M et N de coordonnées respectives x, y et x', y'. À l'exemple 2, il faut déterminer la fixe du vecteur Mn, puis la fixe du vecteur lambda Mn à l'exemple 3. Et enfin à l'exemple 4, la fixe du vecteur U plus V connaissant les coordonnées des vecteurs U et V. La fixe du point M que l'on note Zm, c'est x plus i, y. La fixe du point N que l'on note Zn, c'est x' plus i, y'. Pour déterminer la fixe du vecteur Mn, on va d'abord trouver les coordonnées du vecteur Mn, ce qui nous permet d'avoir la fixe du vecteur Mn. Suite à une réorganisation judicieuse, on se rend compte que la fixe du vecteur Mn est égale à la fixe du point N moins la fixe du point M. Pour avoir la fixe du vecteur lambda Mn, on trouve d'abord ses coordonnées, ce qui nous permet d'obtenir la fixe du vecteur lambda Mn, qui est encore égal à lambda fois la fixe du vecteur Mn. On procède de la même façon pour avoir la fixe du vecteur U plus V. Après réorganisation, on se rend compte que la fixe du vecteur U plus V est égale à la fixe du vecteur U plus la fixe du vecteur V. Ces résultats sont à retenir par cœur car ils seront très utiles pour la suite. On continue avec un autre exemple. Ici, il faut à l'exemple 3 déterminer les affixes des points A, B, C et D. Et à l'exemple 4, déterminer la fixe du vecteur AB. Je pense que tu es déjà assez capé pour cet exemple banal. Je vais donc juste présenter les solutions. Pour déterminer la fixe du vecteur AB, on peut s'amuser comme en l'exemple précédent à déterminer d'abord les coordonnées du vecteur AB. Sauf que cela prendra du temps. On va directement se servir d'un résultat de l'exercice précédent. La fixe du vecteur AB est égale à la fixe du point B moins la fixe du point A. On va continuer avec la notion de conjugué de nombres complexes. Le conjugué du complexe Z d'écriture algébrique A plus IB du point image grand M est noté Z de bar et n'est autre que la symétrie du point M par rapport à l'axe des réels.
puisque la symétrie du point M de coordonnées AB par rapport à l'axe des réels a pour coordonnées A et moins B. Son affixe noté Z bar est égal à A moins IB. On va prendre Z d'écriture algébrique A plus IB, un nombre complexe. Z plus Z bar est égal à 2A. Sachant que A est la partie réelle du nombre complexe Z, une simple substitution conduit à Z plus Z bar égale à 2 fois la partie réelle du nombre complexe Z. De la même manière, Z moins Z bar est égal à 2i partie imaginaire de Z. Z bar est égal à Z si et seulement si Z est un réel. Z bar est égal à moins Z si et seulement si Z est un imaginaire pur. Pour la suite, nous allons prendre Z' d'écriture algébrique A' plus IB', un nombre complexe non nul. Le conjugué de Z plus Z' est égal au conjugué de Z plus le conjugué de Z'. Le conjugué de Z' est égal au conjugué de Z fois le conjugué de Z'. Vous avez devant vous une démonstration claire et simple faisant usage de l'écriture algébrique des nombres complexes Z et Z'. Le conjugué de Z sur Z' est égal au conjugué de Z sur le conjugué de Z'. Nous allons continuer avec une notion très importante sur les nombres complexes, la notion de module et d'argument d'un nombre complexe. Pour situer le point M d'affixe Z dans un repère orthonormé OUV, on peut utiliser les coordonnées AB du point M. Une autre façon de situer le point M dans le repère OUV est d'évaluer la distance OM et l'angle entre le vecteur U et le vecteur OM. En complexe, on appelle la distance OM le module du nombre complexe Z et l'angle entre les vecteurs U et OM l'argument du nombre complexe Z. Vous avez devant vous les notations usuelles utilisées. La distance OM, qui est le module du nombre complexe Z, peut être évaluée moyennant emploi du théorème de Pythagore. La distance OM au carré est égale à A au carré plus B au carré. En lançant la racine, nous obtenons cette relation. Il va falloir retenir que le module d'un nombre complexe est égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Pour déterminer l'angle θ, qui est l'argument du nombre complexe Z, il faut déterminer le cosinus de θ et son sinus. Regardez bien l'illustration. Le cosinus de θ est égal au côté adjacent A sur l'hypoténuse qui est le module de Z. On peut s'amuser au passage à évaluer A en fonction
du module de Z et de l'argument de Z. Et sinus de θ quant à lui est égal au côté opposé qui est B sur l'hypoténuse qui est le module de Z. On peut également évaluer B en fonction du module de Z et de l'argument θ de Z. Je vous invite à retenir ces deux relations qui seront très utiles pour la suite. Si on reprend notre expression algébrique du nombre complexe Z et qu'on remplace A par module de Z cosinus θ et B par module de Z de sinus θ que nous avons obtenu précédemment, nous obtenons cette relation. En mettant le module de Z en facteur, nous obtenons ceci qui, dans la littérature, porte le nom d'écriture sous forme trigonométrique du nombre complexe Z. On pose exponentielle Iθ égale à cosinus θ plus I sinus θ. Et on trouve une autre écriture qui, dans la littérature, porte le nom d'écriture sous forme exponentielle du nombre complexe Z. On va prendre un autre exercice d'application. Il est question ici de déterminer le module et l'argument de trois nombres complexes. La partie réelle de Z de 1 c'est 8, sa partie imaginaire c'est 0. Donc, le module de Z de 1 est égal à la racine carrée de 8 au carré plus 0 au carré. θ1 est égal à l'argument de Z de 1 équivalent à dire que cosinus θ1 est égal à la partie réelle de Z de 1 sur le module de Z de 1, soit un cosinus de 1. Et sinus θ1 est égal à la partie imaginaire de Z de 1 sur le module de Z de 1, soit un sinus de 0. À titre de rappel, le cosinus seul ne permet pas de déterminer avec exactitude un angle, de même que le sinus seul. C'est la raison pour laquelle, pour évaluer l'argument d'un nombre complexe, on évalue son cosinus et son sinus. L'angle ayant pour cosinus 1 et pour sinus 0, c'est l'angle 0. De la même manière, on évalue le module de Z2 et son argument. De même que le module de Z3 et son argument. On va continuer avec quelques résultats utiles. On prend Z, un nombre complexe d'écriture algébrique A plus IB. Z fois Z bar est égal à A au carré plus B au carré qui n'est autre que le module de Z au carré. En partageant la racine à cette expression, on aboutit à module de Z égal à la racine carrée de Z fois Z bar. Par la suite, nous allons prendre Z' d'écriture algébrique A' plus IB', un nombre complexe non nul. Le module de Z fois Z' est égal au module de Z fois le module de Z'. Vous avez devant vous une démonstration claire et simple faisant usage de l'écriture algébrique des nombres complexes Z
et z'. La démonstration précédente faisait usage des expressions algébriques des nombres complexes. Nous convenons tous ensemble qu'elle est très longue. Le moyen plus facile et plus rapide de retrouver ce résultat est d'utiliser les écritures sous forme exponentielle des nombres complexes. Exponentielle iθ fois exponentielle iθ' est égal à exponentielle i entre parenthèses θ plus θ'. Propriété des puissances. L'argument de z fois z' est égal à l'argument de z plus l'argument de z'. Certains rajouteront à ça 2kπ avec k un entier relatif pour trouver une mesure principale. Le module de z sur z' est égal au module de z sur le module de z'. L'argument de z sur z' est égal à l'argument de z moins l'argument de z'. Certains rajouteront à ça plus 2kπ avec k un entier relatif pour trouver une mesure principale. Exponentielle iθ à la puissance n est égale à exponentielle inθ, propriété des puissances, qui est égale à cosinus nθ plus i sinus nθ. Le module de z puissance n est égal au module de z à la puissance n. L'argument de z puissance n est égal à n fois l'argument de z. Certains rajouteront à ça plus 2kπ avec k un entier relatif pour trouver une mesure principale. Le module de moins z est égal à la valeur absolue de moins 1 fois le module de z, qui est encore égal au module de z. Il est à noter que lorsque le module est appliqué à un nombre réel, on peut tout simplement lire valeur absolue. Le module de z bar, qui est le conjugué de z, est égal au module de z. On a vu précédemment que pour évaluer la distance OM, il suffisait d'évaluer le module de l'affixe du vecteur OM. Donc, pour évaluer la distance entre deux points M et M', il suffit d'évaluer le module de l'affixe du vecteur MM'. Tout comme dans R, on a également dans C l'inégalité triangulaire. Le module de Z plus Z' est inférieur ou égal au module de Z plus le module de Z'. L'argument du conjugué de Z est égal à moins l'argument de Z. On va prendre quelques exercices d'application pour mettre en application ces différentes notions. Il est question ici de déterminer une écriture sous forme exponentielle du nombre complexe Z. La forme algébrique de Z carré et enfin la forme algébrique de Z au cube. Pour écrire un nombre complexe sous forme exponentielle, il faut d'abord déterminer le module et l'argument du nombre complexe. La partie réelle de Z c'est moins 1 demi et sa partie imaginaire c'est racine de 3 demi. Donc, le module de Z est égal à la racine carrée de 1 demi au carré plus racine de 3 demi au carré. Θ est égal à l'argument de Z, équivalent à dire que cosinus θ est égal à la partie réelle de Z sur le module de Z fois un cosinus de moins 1 demi.
et sinus θ est égal à la partie imaginaire de z sur le module de z, soit un sinus de racine de 3 sur 2. On déduit ainsi l'écriture sous forme exponentielle du nombre complexe z, module exponentielle i argument. On va continuer avec la forme algébrique de z au carré. On peut pour cela s'amuser à faire le produit z fois z, mais cela prendra du temps. Le moyen plus efficace, plus rapide et plus facile d'évaluer z au carré consiste à utiliser la forme exponentielle de z. Dans ce cas, z au carré est donc égal à exponentielle i 2pi sur 3 au carré, qui est égal à exponentielle i 4pi sur 3. Propriété des puissances. À titre de rappel, x à la puissance n, le tout à la puissance m, est égal à x à la puissance n fois m. On remplace exponentielle i 4pi sur 3 par sa valeur et on aboutit à l'écriture algébrique de z au carré. Moins 2pi sur 3 est une mesure principale de 4pi sur 3. On procède de la même manière pour évaluer z au cube. On va par la suite déterminer les formes algébriques des nombres complexes z puissance 3p, z de puissance 3p plus 1 et z puissance 3p plus 2 avec p un entier naturel. Et se servir de ceci pour évaluer z à la puissance 2026. Z à la puissance 3p est égal à z puissance 3, le tout à la puissance p. Propriété des puissances. Sachant que z au cube est égal à 1, on a donc z puissance 3p qui est égal à 1 à la puissance p qui est égal à 1. On évalue de la même manière z à la puissance 3p plus 1 et z à la puissance 3p plus 2. Pour évaluer z à la puissance 2026, on va chercher à écrire 2026 sur l'une des formes 3p, 3p plus 1 ou encore 3p plus 2 avec p un entier naturel. 2026 est égal à 3 fois 675 plus 1. Donc, z puissance 2026 est égal à z. Vous pouvez observer là une autre approche permettant d'aboutir au même résultat. On va continuer avec un autre essai d'application. Il est question ici de déterminer une écriture sous forme algébrique du nombre complexe z d'écrire 1 plus i et 1 plus i racine de 3 sous forme trigonométrique. Et enfin, de déduire de ce qui précède les valeurs exactes de cosinus 7pi sur 12 et sinus 7pi sur 12. Les questions 1 et 2 étant évidentes, nous allons juste présenter les solutions. Pour déduire les valeurs exactes de cosinus 7pi sur 12 et de sinus 7pi sur 12, on va d'abord écrire z sous forme trigonométrique. Et sachant que z s'écrit encore 1 moins racine de 3,
Vu c'est I1 plus racine de 3, on va juste faire une simple identification. 2 racine de 2 cosinus 7 plus 12 est égal à 1 moins racine de 3 et 2 racine de 2 sinus 7 plus 12 est égal à 1 plus racine de 3. On déduit ainsi facilement les valeurs exactes de cosinus 7 plus 12 et de sinus 7 plus 12. On va continuer avec un autre exemple. Il est question ici de déterminer la condition nécessaire et suffisante pour laquelle le module de z plus z' soit égal au module de z plus le module de z'. Nous allons pour ça utiliser les expressions algébriques des nombres complexes z et z'. Le module de z plus z' est égal au module de z plus le module de z' si et seulement si le module de x plus y plus x' plus y' est égal au module de x plus y plus le module de x' plus y'. Soit que le module de x plus x' plus y plus y' est égal au module de x plus y plus le module de x' plus y'. En portant chaque membre de l'égalité au carré, on obtient ceci. On développe. Et on simplifie ce qui peut être simplifié pour obtenir ceci. En portant encore chaque membre au carré, ce qui élimine la racine carrée du membre de droite, on développe, on simplifie, et on trouve ceci. Qui n'est autre que x, y' moins y, x' le tout au carré. En lançant la racine, on trouve donc que pour que le module de z plus z' soit égal au module de z plus le module de z', la valeur absolue de x, y' moins y, x' doit être égale à 0. Un autre exercice d'application. Il est question ici de déterminer le module et l'argument du nombre complexe z d'écriture algébrique 1 plus cosinus alpha plus i sinus alpha, avec alpha entre 0 et 2π. Cet exercice fait appel à quelques propriétés de trigonométrie. Pas de panique, c'est très facile. Cosinus alpha est égal à cosinus carré alpha sur 2, un sinus carré alpha sur 2. On substitue par la suite sinus carré alpha sur 2 par 1 moins cosinus carré alpha sur 2. En effet, cosinus carré alpha sur 2 plus sinus carré alpha sur 2 est égal à 1.
On arrange. Et on obtient 1 plus cosinus alpha qui est égal à 2 cosinus carré alpha sur 2. Sachant que sinus 2θ est égal à 2 sinus θ cosinus θ, si on substitue θ par alpha sur 2, on obtient cette expression. Sinus alpha est égal à 2 sinus alpha sur 2 cosinus alpha sur 2. En remplaçant ces deux expressions dans l'écriture algébrique de Z, on obtient ceci. On va mettre 2 cosinus de alpha sur 2 en facteur. Nous sommes d'accord que si 2 cosinus de alpha sur 2 est positif, alors on a devant nous l'écriture sous forme trigonométrique du nombre complexe Z, dont on peut déduire aisément le module et l'argument. Pour alpha pris entre 0 et pi, soit alpha sur 2 et entre 0 et pi sur 2, cosinus alpha sur 2 est strictement positif. Le nombre complet Z a donc pour module 2 cosinus alpha sur 2 et pour argument alpha sur 2. Par contre, si alpha est pris entre pi et 2pi, soit alpha sur 2 pris entre pi sur 2 et pi, cosinus alpha sur 2 est négatif. Sachant que le module de nombre complexe est toujours positif, il faut s'arranger à avoir moins devant 2 cosinus alpha sur 2 pour avoir un module positif. En mettant donc moins en facteur ici à l'intérieur, on obtient ceci. On n'a rien changé puisque moins a été mis en facteur ici à l'intérieur. Il peut rentrer encore et multiplier cette expression pour retrouver cette expression. En mettant donc moins en facteur, on réussit à avoir un module positif. Puisque cosinus alpha sur 2 étant négatif, alors moins 2 cosinus alpha sur 2 est positif. Les adeptes de la trigonométrie comprennent cette écriture. Les novices, quant à eux, peuvent s'amuser à développer cette expression. Et ils verront qu'il y a bien une égalité. Le complexe Z dans ce cas a pour module moins 2 cosinus alpha sur 2 pour argument pi plus alpha sur 2. On va continuer avec l'évaluation d'une mesure angulaire en complexe. Rien de plus facile. Visualisez bien l'illustration. Pour avoir l'angle entre les vecteurs A et B, il suffit de prendre l'argument de ZB et de retirer l'argument de ZA. On a vu précédemment que l'argument de Z sur Z' est égal à l'argument de Z moins l'argument de Z'. Jusqu'à nous avions dit que c'est un rajout à ça de capi pour avoir une mesure principale. En appliquant donc cela ici, on a donc la mesure de l'angle entre les vecteurs A et B est égale à l'argument de ZB sur ZA. On va continuer avec un autre exemple pour mettre en application cette notion de mesure entre deux vecteurs en complexe. Il est question ici de déterminer l'ensemble grand D des points M d'affixe Z tel que l'argument de I moins Z soit congru à 0 modulo pi. Nous allons prendre A
le point d'affixe i. Nous pouvons alors écrire argument de i moins z congrue à 0 modulo pi comme suit. Bien sûr avec z de a, l'affixe du point a, qui n'est autre que i. En mettant moins un facteur ici à l'intérieur, on obtient ceci. Sachant que l'argument de z fois z' est égal à l'argument de z plus l'argument de z', on obtient donc ceci. Sachant également que l'argument de moins 1 c'est pi, on obtient ceci. On fait passer pi de l'autre côté de la congruence et on obtient argument de z moins za congrue à moins pi modulo pi. On sait également que l'affixe du point M moins l'affixe du point A, c'est l'affixe du vecteur AM. Puisque l'argument de ZAM, c'est l'angle formé entre les vecteurs U et AM, définition de l'argument d'un nombre complexe, on aboutit à mesure de l'angle entre U et AM est égal à moins pi plus kpi avec k un entier relatif. Nous espérons que vous connaissez au moins les propriétés des congruences. En mettant pi en facteur, on a 1 moins k de tout fois pi, que l'on peut encore écrire k'pi avec k' un entier relatif. Donc en réalité, on cherche des points M tels que l'angle entre le vecteur U et AM soit égal à k'pi avec k' un entier relatif. Regardez cette illustration. Le point A aux coordonnées 0, 1. En traçant une droite qui passe par le point A et qui est parallèle à l'axe des réels, nous sommes d'accord que l'angle entre le vecteur U et le vecteur AM est un multiple de pi, avec M un point quelconque de cette droite. Si on se place par exemple ici, alors l'angle entre le vecteur U et le vecteur AM c'est 0. Et si on se place plutôt quelque part ici, alors l'angle entre le vecteur U et le vecteur AM c'est pi. Donc l'ensemble grand D cherché est la droite d'équation y égale à 1 privé du point A. On retire le point A tout simplement parce qu'on ne peut pas trouver l'angle entre le vecteur U et le vecteur AA. Le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Et l'on ne saurait trouver l'angle entre le vecteur U et le vecteur nul. Un autre exercice d'application. Il est question ici de déterminer l'ensemble tout des points grands M d'affixe Z tels que le complexe Z' soit un réel. On va poser Z, X plus IY avec X et Y des réels et trouver une expression algébrique de Z'. On va aller vite puisque tu es déjà un petit dieu des complexes. Nous sommes d'accord que Z' est un réel si et seulement si sa partie imaginaire qui n'est autre que 2xy plus 2y est nulle. On résout donc cette petite équation et on trouve y égale à 0 ou x égale à moins 1. Tous, ce sont donc des nombres complexes qui ont une partie réelle égale à moins 1 ou une partie imaginaire nulle. Nous allons continuer le cours en présentant quelques formules utiles.
les formules de moindre de l'heure. Cosinus θ plus I sinus θ à la puissance n, c'est exponentielle Iθ à la puissance n, qui n'est autre que cosinus nθ plus I sinus nθ. Exponentielle moins Iθ, c'est cosinus θ moins I sinus θ. Exponentielle Iθ plus exponentielle moins Iθ, c'est 2 cosinus θ. De là, on peut s'amuser à exprimer cosinus θ en fonction de exponentielle Iθ et de exponentielle moins Iθ. Exponentielle Iθ moins exponentielle moins Iθ, c'est 2i sinus θ. Et on peut également exprimer sinus θ en fonction de exponentielle Iθ et de exponentielle moins Iθ. Exponentielle moins Inθ, c'est encore le cosinus de nθ moins I sinus nθ. Exponentielle Inθ plus exponentielle moins Inθ, c'est 2 cosinus nθ. Et on peut toujours s'amuser à exprimer cosinus nθ en fonction de exponentielle Inθ et de exponentielle moins Inθ. Il est à noter que ce résultat peut également être obtenu en remplaçant θ dans cette expression par nθ. On a également exponentielle Inθ moins exponentielle moins Inθ qui est égal à 2i sinus nθ. Et de là, on peut également évaluer le sinus de nθ qui n'est autre que exponentielle Inθ moins exponentielle moins Inθ sur 2i, relation qui peut également être obtenue en substituant θ dans cette expression par nθ. On va continuer avec quelques relations de géométrie. 3 points A, B et C sont alignés si et seulement si il existe K réel tel que le vecteur AC soit égal à K fois le vecteur AB. En partageant l'affixe à cette expression, on obtient affixe du vecteur AC égale à affixe du vecteur KAB. On a vu précédemment que l'affixe du vecteur KAB est encore égal à K affixe du vecteur AB. Sachant que l'affixe du vecteur AC est égal à l'affixe du point C moins l'affixe du point A et que l'affixe du vecteur AB est égal à l'affixe du point B moins l'affixe du point A, on obtient donc cette relation. Pour conclure, on dira que les points A, B et C sont alignés si et seulement si Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est un réel. Ici, on a un petit exercice d'application. Il faut montrer que les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. Les vecteurs AB et CD sont orthogonaux si et seulement si l'angle entre ces deux vecteurs est égal à plus ou moins pi sur 2. On venait de voir que la mesure de l'angle entre les vecteurs AB et CD est égale à l'argument de Z de CD sur Z de AB. Donc, les vecteurs AB et CD sont orthogonaux si et seulement si l'argument de Z de D moins Z de C sur Z de B moins Z de A est égal à plus ou moins pi sur 2. On va donc évaluer Z de D moins Z de C sur Z de B moins Z de A, qui est relativement facile. On trouve donc moins 2i, donc l'argument est égal à moins pi sur 2.
puisque l'argument de z de d moins z de c sur z de b moins z de a est égal à moins pi sur 2, alors les vecteurs AB et CD sont orthogonaux. ABC est un triangle rectangle en A si et seulement si la distance AC est égale à K fois la distance AB et, le plus important, l'angle entre les vecteurs AB et AC est égal à plus ou moins pi sur 2. On a vu que pour évaluer la distance AC, il suffit d'évaluer le module de ZAC. De la même manière, pour évaluer la distance KAB, il faut évaluer le module de ZKAB, qui est encore le module de KZAB. K étant positif, on peut retirer la valeur absolue sur lui. On a également vu que la mesure de l'angle entre les vecteurs AB et AC est égale à l'argument de ZAC sur ZAB. Vous comprenez donc cette écriture qu'on peut réécrire comme suit. Et là, on a un nombre complexe ZAC sur ZAB dont le module est égal à K et l'argument est égal à plus ou moins pi sur 2. On peut donc écrire ce nombre complexe sous forme exponentielle. ZAC sur ZAB est égal à K exponentielle plus ou moins I pi sur 2. Donc l'écriture algébrique vaut plus ou moins KI, qui est un imaginaire pur. Nous allons donc conclure en disant que ABC est un triangle rectangle en A si et seulement si Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est un imaginaire pur. En procédant de la même manière, ABC est un triangle rectangle isocèle en A si et seulement si AC est égal à AB et la mesure de l'angle formé entre AB et AC est égale à plus ou moins pi sur 2. On n'a plus besoin d'expliquer cette nouvelle écriture puisque vous la connaissez. De même que cette écriture. On a, comme précédemment, le nombre complexe ZAC sur ZAB dont le module est égal à 1 et l'argument est égal à plus ou moins pi sur 2. On peut donc écrire le nombre complexe ZAC sur ZAB sous forme exponentielle. On va donc conclure en disant que ABC est un triangle rectangle isocèle en A si et seulement si Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est égal à plus ou moins I. En procédant de la même manière, on démontre que ABC est un triangle équilatéral si et seulement si Z de C moins Z de A sur Z de B moins Z de A est égal à exponentielle plus ou moins I pi sur 3. Un point M d'affixe Z appartient au cercle de centre A et des rayons R si et seulement si la distance AM est égale au rayon. En remplaçant la distance AM par le module de ZAM, on obtient ceci. Je pense qu'on n'a plus besoin de vous dire que pour avoir la distance AM en complexe, il suffit d'évaluer le module de ZAM. On
va donc conclure en disant que un point M d'affixe Z appartient au cercle de centre A et de rayon R si et seulement si le module de Z moins Z de A est égal au rayon. Pour ceux qui ont oublié, je vous lance avec l'équation cartésienne d'un cercle de centre A de coordonnées XA, YA et de rayon R. Un point M d'affixe Z appartient à la médiatrice du segment AB si et seulement si la distance AM est égale à la distance BM. En remplaçant la distance AM par le module de Z de AM et la distance BM par le module de Z de BM, on obtient ceci. Je pense qu'on n'a plus besoin de vous dire que pour avoir la distance AM en complexe, il suffit d'évaluer le module de Z de AM. En remplaçant donc Z de AM et Z de BM par leurs valeurs respectives, on obtient ceci. On va donc conclure en disant que un point M d'affixe Z appartient à la médiatrice du segment AB si et seulement si le module de Z de moins Z de A est égal au module de Z de moins Z de B. Pour mettre en application cette notion, on va prendre deux exercices d'application. À l'exemple 1, il est question de déterminer l'ensemble de taux des points M d'affixe Z tel que le module de Z de moins 1 plus I soit égal à 2. On va d'abord mettre moins en facteur juste ici et obtenir module de Z de moins entre parenthèses 1 moins I est égal à 2. En prenant un point A d'affixe 1 moins I, on obtient ceci, qui est une écriture connue puisqu'il s'agit de trouver les points M du plan et que la distance AM soit égale à 2. O est donc le cercle de centre A et de rayon 2, bien sûr avec A le point d'affixe 1 moins I. Pour le deuxième exemple, on va mettre toujours moins en facteur ici et ici et obtenir cette relation. En prenant A et B des points d'affixe respectifs 5, moins 3i et 4i, on obtient ceci. D est donc la médiatrice du segment AB. On va continuer avec l'écriture complexe de quelques transformations du plan. On va commencer par l'écriture complexe de la translation de vecteur U. On va prendre M et M' des points d'affixe respectifs Z et Z'. Le point M' est l'image du point M par la translation de vecteur U si et seulement si le vecteur U est égal au vecteur M'. Vous avez une illustration juste à côté. On a donc l'affixe du vecteur U qui est égal à l'affixe du vecteur M'. En remplaçant l'affixe du vecteur M' par l'affixe du point M' moins l'affixe du point M, on obtient ceci. Puis ceci. Donc, Z' égale à Z plus Z de U est l'écriture complexe de la translation du vecteur U. On va continuer avec l'écriture complexe de l'homothétie de centre oméga et de rapport K. On va prendre M et M' des points d'affixe respectifs Z et Z'. M' est l'image du point M par l'homothétie de centre oméga et de rapport K si et seulement si le vecteur oméga M' est égal à K fois le vecteur oméga M. On a donc l'affixe du vecteur oméga M'
qui est égal à l'affixe du vecteur k oméga m. Sachant que l'affixe du vecteur k oméga m est égal à k fois l'affixe du vecteur oméga m, on obtient ceci. En remplaçant l'affixe du vecteur oméga m' par l'affixe du point m moins l'affixe du point oméga et l'affixe du vecteur oméga m par l'affixe du point m moins l'affixe du point oméga, on obtient ceci, puis ceci. Donc, z' égale à kz plus 1 moins kz oméga est l'écriture complexe de l'homothétie de centre oméga et de rapport k. Au regard de ce qui précède, l'écriture complexe de la symétrie de centre oméga sonne comme une évidence. Nous allons juste présenter les différentes étapes conduisant à son écriture complexe. Donc, z' égale à moins z plus 2z oméga est l'écriture complexe de la symétrie de centre oméga. On va continuer avec l'écriture complexe de la rotation de centre oméga et d'angle θ. On va prendre m et m', des points d'affiche respectifs z et z'. M' est l'image du point M par la rotation de centre oméga et d'angle θ, si et seulement si la distance oméga m' est égale à la distance oméga m et l'angle entre les vecteurs oméga m et oméga m' est égal à θ. Je pense que l'écriture suivante n'est plus un secret pour vous. Nous avons le complexe z de oméga m' sur z de oméga m, dont le module est égal à 1 et l'argument est égal à θ. On peut donc écrire sous forme exponentielle et en remplaçant z de oméga m' par z de moins z oméga et z de oméga m par z moins z oméga, on obtient ceci. Puis ceci. Et enfin ceci. Donc, z' égale à exponentielle iθz plus 1 moins exponentielle iθz oméga est l'écriture complexe de la rotation de centre oméga et d'angle θ. Au regard de ce qui précède, l'écriture complexe de la similitude directe de centre oméga, d'angle θ et de rapport k sonne comme une évidence. Nous allons juste présenter les différentes étapes conduisant à son écriture complexe. Donc, z' égale à k exponentielle iθz plus 1 moins k exponentielle iθz oméga est l'écriture complexe de la similitude directe de centre oméga, d'angle θ et de rapport k. On va continuer avec la résolution dans C d'une équation de premier degré d'inconnu z. A, B et C sont des nombres complexes, avec une exception sur A. A ne doit pas être nul, sinon on n'a pas d'équation de premier degré en Z.
À titre de rappel, les opérations dans C se font exactement comme dans R. Il faut juste prendre en compte le fait que I carré est égal à -1. Donc, si on tire Z ici, on va trouver Z égal à C moins B sur A, qui est donc la solution de l'équation de premier degré en Z à Z plus B égale à C. On va prendre un petit exemple. Il faut ici résoudre dans C l'équation d'inconnu Z suivante. 3iz plus 2i moins 5 sur 3i égale à moins 15 plus 13i. On va multiplier toute l'équation par 3i pour chasser la fraction. On arrange et on obtient finalement z égale à 34 sur 9 plus 47 sur 9i. On va continuer avec la résolution dans C croix C d'un système d'équations linéaires. Tout comme la résolution dans R croix R d'un système de deux équations à deux inconnues, on peut utiliser trois méthodes. La résolution par combinaison, la résolution par substitution et la résolution moyennant emploi des déterminants. Je pense qu'on n'a pas besoin de t'expliquer à quoi correspond chaque méthode. Nous allons juste les présenter une par une. Il est à noter qu'en complexe, il est conseillé d'utiliser la méthode des déterminants. Nous allons commencer par présenter la méthode de résolution par combinaison. On va donc multiplier la première équation par A' et la seconde équation par moins A. On trouve donc Z' qui est égal à A'C moins AC' sur A'B moins B'A et Z qui est égal à C sur A moins B sur A Z'. On va continuer avec la méthode de résolution par substitution. Pour cela, on va prendre l'une des deux équations. Ici, on va prendre AZ plus BZ' égale à C et exprimer Z en fonction de Z'. On va injecter cette expression dans la seconde équation et trouver donc Z' qui n'est autre que A'C moins AC' sur A'B moins B'A et se servir de l'une des deux équations pour trouver Z. On va terminer en présentant la méthode de résolution moyennant emploi des déterminants. On va d'abord évaluer le déterminant du système. Ensuite, le déterminant de Z. Et enfin, le déterminant de Z'. Connaissant ces déterminants, on évalue aisément Z et Z'. Nous allons prendre un autre exemple pour mettre en application ce qu'on vient de voir. On va continuer avec la résolution dans C d'une équation de second degré d'inconnu Z. A
B et C sont des nombres complexes, bien sûr avec A un nombre complexe non nul. Comme A est non nul, on peut diviser toute l'équation par A et obtenir ceci. On va réorganiser comme suit pour obtenir une identité remarquable. A carré plus 2AB plus B au carré, qui n'est autre que A plus B le tout au carré. On va par la suite sommer ces deux fractions. Et là, on retrouve notre fameux discriminant delta, B carré moins 4AC. En posant gamma une racine carrée de delta, on obtient ceci. Puis ceci, qui est une identité remarquable dont on peut aisément factoriser A moins B fois A plus B. On aboutit donc aux deux solutions suivantes. Qui sont les solutions densité d'une équation de second degré. Quand nous aurons à résoudre une équation de second degré densité, plutôt que de passer par les étapes précédentes, nous allons utiliser cet algorithme. On calcule d'abord le discriminant delta. Si le discriminant delta est égal à 0, alors l'équation admet une solution double. Z0 égale à moins B sur 2A. Par contre, si le discriminant delta est non nul, alors l'équation admet deux solutions distinctes. Z1 égale à moins B moins la racine carrée de delta sur 2A et Z2 égale à moins B plus la racine carrée de delta sur 2A. Bien sûr, gamma est une racine carrée de delta. Tout comme dans R, pour résoudre dans C une équation de degré 3, on trouve d'abord une solution évidente de l'équation. Puis, on écrit le polynôme de degré 3 sous la forme d'un produit de deux polynômes de degré respectifs 1 et 2. Donc, la solution n'est un secret pour personne. Si on somme les deux solutions, on obtient moins B sur A. Et si on fait le produit des deux solutions, on obtient C sur A. Ces résultats peuvent être utiles. On va voir maintenant comment déterminer la racine carrée d'un nombre complexe. Gamma, d'écriture algébrique x plus i, y, et une racine carrée du complexe z d'écriture algébrique a plus ib, si et seulement si gamma au carré est égal à z. On a alors x plus iy au carré qui est égal à a plus ib. Si on développe l'expression de gauche, nous obtenons x carré plus iy au carré plus 2xy est égal à a plus ib. On obtient enfin x carré moins y carré plus 2ixy égale à a plus ib. Par identification, x carré moins y carré est égal à a et 2xy est égal à b. On a alors un système de deux équations à deux inconnues qu'on peut résoudre pour avoir x, y
et donne une racine carrée de z. Sauf que la résolution de ce système d'équations prendra du temps. Pour gagner en temps, on utilise un autre résultat connu. Sachant que gamma carré est égal à z, le module de gamma carré est égal au module de z. On a vu précédemment que le module de z puissance n est encore égal au module de z, le tout à la puissance n. En appliquant cela ici, on a donc le module de gamma le tout au carré qui est égal au module de z. On obtient par la suite ceci, puis ceci. On a désormais un système de 3 équations à 2 inconnues dont la résolution est non seulement très rapide mais aussi plus facile. À titre d'application, nous allons résoudre l'équation de second degré d'inconnu z suivante. iz carré plus z moins 3 plus i égale à 0. Comme nous l'avions dit précédemment, on commence d'abord par évaluer le discriminant delta. B carré moins 4ac. Gamma d'écriture algébrique x plus iy est une racine carrée de delta si et seulement si gamma au carré est égal à delta. En remplaçant gamma par son expression algébrique, on obtient ceci. En développant x plus iy au carré, on obtient ceci. Puis ceci. Par identification, x moins y au carré est égal à 5 et 2xy est égal à 12. En principe, ce système de 2 équations à 2 inconnues est largement suffisant pour évaluer avec exactitude x et y et donc une racine carrée de delta. Sauf que sa résolution telle qu'elle est longue et prend du temps. Nous allons utiliser un résultat connu pour avoir plus facilement x et y et donc une racine carrée du discriminant delta. Puisque gamma est une racine carrée du discriminant delta, alors gamma carré est égal à delta. En partageant le module à cette égalité, on obtient ceci. Puis ceci. Je pense qu'on n'a plus besoin d'expliquer cette expression. En remplaçant donc le module de gamma par la racine carrée de x au carré plus y au carré, on obtient ceci. Et enfin, ceci. Nous avons désormais pour déterminer x et y un système de 3 équations à 2 inconnues dont la résolution est relativement facile. En sommant la première et la troisième équation, on obtient 2x carré égale à 18, soit x carré égale à 9. On a alors x égale à 3 ou x égale à moins 3. Pour x égale à 3, y est égal à 2. Pour x égale à moins 3, y est égal à moins 2. Gamma d'écriture algébrique moins 3 moins 2i est donc une racine carrée du discriminant delta. De même que gamma d'écriture algébrique 3 plus 2i est également une racine carrée du discriminant delta. L'équation admet donc deux solutions distinctes z1 moins b moins la racine carrée de delta sur 2a et z2 moins b plus la racine carrée du discriminant delta sur 2a. On va terminer ce cours sur les nombres complexes avec les racines énièmes de nombres complexes. R exponentielle iθ est une racine énième du complexe ρ exponentielle iφ si et seulement si R exponentielle iθ le tout à la puissance n
est égal à ρ exponentielle iφ. On obtient par la suite ceci. Propriété des puissances. R exponentielle de iθ à la puissance n est égal à R à la puissance n fois exponentielle de iθ à la puissance n. Toujours connaissant les propriétés des puissances, on arrive à R puissance n exponentielle de inθ est égal à ρ exponentielle de iφ. Exponentielle de iθ à la puissance n est égal à exponentielle de inθ. Par identification, on obtient ceci. En effet, nous avons une égalité entre deux nombres complexes. Donc, R puissance n est égal à ρ et nθ est égal à phi plus 2k pi avec k un entier relatif. On augmente 2k pi avec k entier relatif à phi, tout simplement parce que si l'on augmente ou retire un multiple de 2pi à phi, on revient toujours sur phi. Vous pouvez voir sur ce cercle trigonométrique que si l'on augmente à phi un multiple de 2pi, on va toujours revenir sur phi. Par exemple, si l'on augmente 2pi à phi plus pi plus 2pi, on revient toujours à phi. De même que si l'on retire 2pi à phi, on revient toujours à phi. On obtient donc R et θ tel que R exponentielle de iθ soit une racine énième du complexe ρ exponentielle iφ. Le cours sur les nombres complexes est terminé. Pour la prochaine fois, on va traiter une série de 16 exercices sur les nombres complexes.